Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice No. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien, Fabrice No. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Pas de problème, ça me fait extrêmement plaisir. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire une double introduction, si vous me permettez. Premièrement, l'intégralité de cet entretien sera diffusée comme d'habitude sur toutes les plateformes de streaming audio, Deezer, Spotify, j'en passe et des meilleurs. Aussi sur le site de La Nuit du Dimanche, lanuitdudimanche.fr. Mais cette nouveauté, elle sera reprise aussi sur une web radio qui s'appelle Radioverse, que vous pourrez aller voir sur radioverse.fr. On en est très fiers de cette radio-là, donc n'hésitez pas à aller l'écouter de temps en temps et à la partager. Mais on en reparlera dans d'autres émissions. On va revenir à vous, Fabrice No. Alors, je vais vous avouer quelque chose avant de démarrer, c'est que j'ai eu du mal à préparer l'interview et j'ai eu du mal à aborder en fait l'interview. Parce que comme ça m'a fait la même chose lorsque j'ai interviewé Éric Viennot, j'ai une admiration pour votre travail, comme j'avais une admiration pour Éric Viennot, et c'est toujours délicat de parler avec des gens qu'on admire, qui ont été importants pour votre construction culturelle ou sociale, et des artistes que l'on croit, je dis bien que l'on croit, connaître à travers ce qu'ils ont fait. Alors c'est Déjà paralysant. Il paraît que je fais cet effet-là. Ouais. Voilà, alors je m'en suis sorti en me disant j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est la meilleure solution. Voilà. Après tout, on y va. Donc je vous propose de suivre une petite chronologie. On va d'abord parler de la réédition de vos journaux aux éditions Delcourt, en guise d'introduction. Ensuite, on parlera de la parution du dernier, alors je dis dernier volume qui s'appelle Le Dernier Sergent, mais c'est le premier tome d'un nouveau cycle. Tout à fait. Le Dernier Sergent, sous-titré Les guerres immobiles, on y viendra un peu plus tard. Et puis sur tout ça, j'aimerais bien qu'on parle aussi du milieu de la bande dessinée, de son économie, des relations avec les éditions, etc. Enfin, on va mélanger un petit peu tout ça pour cette émission. Ça vous va ? Ok, parfait, très bien. Ben en avant alors. Avril 2022, Delcourt, les éditions Delcourt republient votre journal. Donc il y avait 4 tomes. Ils ont publié le premier tome et le deuxième tome dans un seul tome, donc journal 1 et 2. Et puis il y a le tome 3 et le tome 4 qui est sorti aussi. Donc les 4 sont disponibles tout de suite aux éditions Delcourt. Alors le premier tome qui regroupe le journal 1 et 2 il y a une postface. Oula, je recommence ma phrase. Elle était nulle. Lui a été adjoint une postface. Merci. Je vais tenter de dire ça correctement. Alors, dans le premier tome réédité par Delcourt, il y a une postface à la fin. Forcément. Une postface très intéressante parce qu'elle répond à une question, moi, qui m'a vraiment hanté, on va dire, pendant quelques temps. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans ? Parce que voilà, le journal, la dernière parution du journal, c'était 2022, et on a attendu 2023 pour la ressortie de ces 4 journaux et la sortie du nouveau cycle. 2002. Vous avez dit 2022, pardon. Merci. La dernière parution du tome 4, parce qu'il faut préciser, mon travail était publié avant, on va y revenir je suppose, chez un éditeur qui s'appelait Ego Comics, dont j'ai été cofondateur au tout début, mais je ne suis pas resté longtemps cofondateur. C'est l'éditeur Loïc Néou qui a tenu les rênes vaille que vaille et très vaillamment pendant 20 ans, avant que cette maison rentre en cessation d'activité en 2017, si je ne dis pas de bêtises, ce qui a rendu tout son catalogue voué à disparaître et accessoirement mon travail dedans. Et Delcourt a repris derrière. Je suppose qu'on y reviendra, vous avez sans doute des questions là-dessus. Mais de fait, voilà, initialement, ce travail était publié dans une petite maison d'édition auto-fondée autour de la fin des années début des années 90, enfin mi-90, qui s'appelait Ego Comics. Et effectivement, ce travail journal a commencé sa publication, on a commencé la publication en 96, et le 4e tome a été publié en 2002, et effectivement, d'un point de vue éditorial, j'étais absent, enfin, éditorial sur l'autobiographie, chez Ego Comics, j'ai été absent, on va dire, jusqu'à 2022, c'est-à-dire pendant 20 ans.
Alors, on y reviendra parce qu'il s'est passé plein de choses pendant 20 ans. La vie ne s'arrête pas à ce moment-là. Mais voilà. Il y a eu une interruption pour le public, le lecteur et la plupart des gens qui évidemment ne connaissent pas. Il y a un gars qui a publié pendant 6-7 ans et ensuite qui a un peu disparu. Voilà. Oui, c'est ça. Je reviens avec la republication de ce travail et la suite de ce travail. Alors, on va voir comment vous êtes revenu un peu plus tard. J'ai des questions sur ça aussi. Il y a quelque chose, moi, qui m'a... Alors, deux choses qui m'ont frappé. Le postface, j'y reviendrai après. Mais le sous-titre de ce journal 1 et 2, c'est Esthétique des brutes. Et j'avais pas souvenir d'avoir vu ça dans les premiers volumes. Et j'offre une petite parenthèse à Stéphane. Stéphane, pas le vôtre. Qui n'est pas le mien, demeurant. Ouais. Mais justement, J'ai prêté mes 4 tomes, il ne me les a jamais rendus. Je lui adresse un petit salut fraternel. Je n'avais pas vu cette esthétique des brutes. Donc, ça n'était pas non plus à ce moment-là. Donc, pourquoi vous l'avez rajouté? Alors, en fait, c'est compliqué parce que tous les termes sont importants. C'est pas véritablement un rajout. Alors, on va essayer d'être très simple. Il y a un travail qui s'appelle Journal et qui fait 4 tomes. Et maintenant, il y a un nouveau travail qui s'appelle Le Dernier Sergent et qui fera normalement également 4 tomes. À peu près la même épaisseur. Sans doute, ça sera un peu plus long, d'ailleurs. Je pense que le journal, en totalité, doit approcher les 900-920 pages, quelque chose comme ça. Dernier Sergent, on devrait plutôt s'approcher des 1200 pages en totalité, voire 1300. Le premier tome en faisant déjà 418 exactement, à peu près la même épaisseur que le tome 3 du journal, au demeurant. Donc, on commence avec un premier tome qui est déjà bien épais. Donc, en totalité, pour l'instant, le travail autobiographique doit tourner autour de 1200 pages publiées ou 1300 pages publiées. Voilà, donc un premier cycle qui date de la fin des années 90, qui est donc le journal, et un deuxième cycle 20 ans plus tard, même si le récit succède quasiment le journal au niveau des événements, c'est juste 2 ans après, on va dire, 20 ans après, le Dernier Sergent. Ces cycles-là, et d'autres, j'espère, à venir, si Darwin me prête vie, en fait, je les subsume, comment on dit, ou je les chapeaute pas d'un sous-titre, mais d'un surtitre, en fait, qui est Esthétique des brutes. Ce titre, ce terme, enfin, vraiment, ce titre me traîne dans la tête depuis très très longtemps. Bon, on va en parler, mais j'adore ces principes de titres qui sont genre prolégomène de, et on rajoute la libellule. Bon, c'est très, ça a été très fin à 90, d'ailleurs, comme façon de titrer. Et c'est simple, en fait, il faut imaginer ça comme le méga-titre La Comédie humaine, ou Les Rougon-Macquart. La totalité ou la grande partie de l'œuvre de Zola ou de Balzac, c'est La Comédie humaine ou Les Rougon-Macquart. Et à l'intérieur, il y a 60, 80, 100 romans. Et à l'intérieur de cette immense fresque, il y a des sous-groupes. Donc moi, ça va être Journal et Dernier Sergent, en fait. Et puis, il devrait y avoir un autre cycle après, j'espère. Et puis, peut-être, j'espère avoir le temps, parce que j'ai quand même 55 ans, de raconter les préquels, on va dire, de raconter l'adolescence, par exemple, ce genre de choses. J'ai des pages partout. Hein. C'est pour ça que les 20 ans d'absence, ça n'a pas été des 20 ans improductifs non plus. Improductif, pardon. Donc voilà, en fait, c'est un surtitre. Alors, j'ai envie de dire, on peut l'oublier. C'est-à-dire, c'est pas important. C'est-à-dire, actuellement, aujourd'hui, paraît le premier tome du Dernier Sergent, point. Ça a été assez compliqué à mettre en place avec Delcourt au départ, parce qu'évidemment, tout le monde était là, tome 1, tome 2, tome 1, bis, virgule 3, enfin bon, c'était absolument ingérable. Je dis, on oublie, on essaie d'être très simple. Leno est en train de travailler sur un truc qui s'appelle Le Dernier Sergent, point. Et le Dernier Sergent va faire 4 tomes. Et c'est la suite de Journal. Donc de fait, Journal ne s'appelle Journal parce que c'est Journal, mais le Dernier Sergent, c'est le Dernier Sergent. C'est le même principe narratif, mais voilà. Donc on pourra revenir sur pourquoi Journal et pas Journal, etc. Voilà, c'est un surtitre et on l'oublie. Voilà. On va dire quand je serai mort dans 50 ans, si on pense encore un peu à moi et que ma page Wikipédia est actualisée à ce moment-là, ça sera l'auteur machin a fait une grande fresque qui s'appelle L'Esthétique des brutes, dans lequel il y a tel cycle, tel autre cycle, tel autre cycle, tel autre cycle. Plusieurs cycles. Voilà. Très bien, j'ai compris. Dans cette post-classe, ça répond à plusieurs questions. La première, c'est ce que vous avez fait effectivement pendant ce laps de temps. Vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, vous n'êtes pas resté assis à attendre. Non, bah non. Attendre que tout se passe. Il y a eu des moments.
C'est assis à attendre, hein, effectivement. Mais bon, j'ai pas fait que ça. Il y a eu notamment quelque chose de moi qui m'a, j'allais dire soufflé, c'est que le succès du tome 4 vous a éloigné du coup des planches, enfin de votre travail de dessinateur. Oui, c'est Le vrai. fait d'être reconnu entre guillemets dans votre travail et d'aller faire des séances de dédicaces et des tournées dans des différents festivals, ça vous a éloigné de ça. J'ai trouvé ça, je trouve ça fou en fait qu'on s'éloigne pour ça. Mm. Alors, plusieurs choses, c'est-à-dire que bon, ça fait quoi, ça fait une dizaine de minutes qu'on parle, mais en fait, ce serait déjà, je vous interromps, mais ce serait peut-être bien de quoi ça parle. Juste un petit résumé de quoi on parle, parce qu'on dit journal, esthétique des brutes, dernier sergent, mais Ouais. je pense que la plupart des auditeurs, ils savent pas qui je suis. Alors, vous dites succès du tome 4, mais enfin, très relatif, hein, on y reviendra, mais c'est relatif. Moi, je considère que je suis un auteur plus que confidentiel. Mais de fait, voilà, de quoi ça parle, quoi. On peut le dire, c'est une grande, grosse chronique autobiographique. Voilà. Après, je vous laisse éventuellement dire vous-même ce que c'est, mais voilà, voilà, que au moins les auditeurs sachent un peu de quoi on cause et qui je suis, c'est quoi mes bouquins, quoi. Pas de problème. C'est vrai que j'avais prévu ça en introduction pour lancer la deuxième partie de l'entretien avec la parution du dernier sergent, mais on peut expliquer tout de suite, oui, déjà de quoi parle le premier cycle, c'est Oui, votre vie. oui, oui. Voilà, non, c'était ça, c'était en résumé, c'est une chronique autobiographique. Voilà. Ça parle de la vie d'un homosexuel précaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui est important, en tout cas, tel que moi je l'ai lu dans votre œuvre, pardon. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, ça, et la violence des 4 tomes qui constituent le premier cycle. Et, on va y revenir, hein, mais la violence qui continue et qui, j'ai envie de dire, qui s'accentue dans le premier tome du nouveau cycle. Mais là, je spoil un peu. On peut dire aussi que c'est un dessin noir et blanc extrêmement bien, j'ai travaillé, mais c'est vraiment proche de la photographie, en fait. Pour certaines planches, c'est vraiment vraiment très beau. Moi, j'avais pas vu ça. Alors, je ne suis pas très calé en bande dessinée, je l'avoue, mais ça change quoi de ce qu'on a pu parler dans l'émission, pour ceux qui suivent aussi l'émission Et alors. Et ça, je spoil un petit peu aussi une question qui viendra plus tard, et j'en dis pas plus. Il y a aussi dans ce podcast j'allais dire une obsession qui va revenir aussi dans le sergent, dans le dernier sergent, c'est le droit à l'image. Ah oui, bah oui. Alors, donc vous avez toute une partie dans cette postface toute une partie, je dis, il y a bien au moins 3 ou 4 pages qui parlent du droit à l'image, des difficultés de dessiner son autobiographie et de dessiner les autres. Est-ce que ça veut dire qu'avec la sortie du tome du dernier sergent, cette question a été réglée ou pas? Cette question ne peut pas être réglée. C'est absolument impossible de régler cette question. Parce que elle est, bon, c'est une question, on va essayer d'être factuel. Il y a d'un côté, il y a le droit. Il y a le droit, et le droit, donc, il y a un certain nombre d'articles de loi qui protègent, fort heureusement, les personnes privées sur ce qu'on peut raconter sur elles, ou sur nous-mêmes, évidemment, sans notre autorisation. Et de fait, s'adjoint à ça, dans la partie privée, c'est-à-dire atteinte à la vie privée, ce qu'on appelle le droit à l'image. Donc, de fait, on ne peut pas photographier quelqu'un et le diffuser son image, etc. Donc, dans le cas du dessin, c'est évidemment compliqué, parce que dans le cas du mien, j'ai ce qu'on appelle, et on pourra revenir sur le terme, un dessin très réaliste, d'après photographie par endroit, et notamment d'après photographie des figures qui figurent, hein, qui sont des gens qui existent. Donc, ce ne sont pas des... C'est pour ça que je n'utilise par exemple jamais le terme de personnage, moi j'utilise le terme de figure, parce que derrière les personnages, il y a des êtres vivants qui existent, ou qui ont existé, ou voilà. Ces gens-là ne sont pas forcément d'accord, voire au courant, qu'ils vont figurer à un moment donné dans un livre. Bien sûr, ça, donc je dis un peu ce que je dis dans la postface. Bien sûr, donc ils ont le droit les protège de s'y opposer.
Et déjà, moralement, forcément, n'importe qui a le droit de dire à quelqu'un, non, moi, je préfère pas être dans tes pages toutes pourries, ou de dire, bah si, je suis d'accord, mais sous condition de... voilà, ou pas d'accord, pas d'accord. Bon. C'est la personne qui... comment dire, représenté qui choisit, qui décide. Donc ça, le droit protège tout le monde, et je veux dire, on n'a pas jugé de ça, on n'a pas jugé du jugement, c'est-à-dire c'est heureusement que ça protège les gens. Quand on décide de faire une autobiographie, c'est déjà un problème en littérature, alors qu'il n'y a pas d'image, il y a ce problème de l'atteinte à la vie privée qui est potentiel en permanence, et hormis demander, parce que le droit exige ça, c'est-à-dire que hormis demander des autorisations écrites à chaque protagoniste d'une histoire dans laquelle le protagoniste, donc la figure, va figurer, à part faire ça, on est suspendu à la possibilité que la moindre personne qui se reconnaît ou croit se reconnaître, parce que ça va très loin, j'ai eu des anecdotes assez délirantes à ce sujet-là, la moindre personne qui se reconnaît ou croit se reconnaître peut déposer une plainte et faire un procès et va gagner. C'est-à-dire, en première instance, la personne gagne. Parce que protection de la vie privée et protection de son droit à l'image. Donc, potentiellement, tout mon travail, et j'ai envie de dire tout travail autobiographique, et d'autant plus qui utilise l'image, et d'autant plus qui utilise une image, on va dire, proche du réalisme photographique par endroit, est suspendu à la volonté, la bonne volonté, le choix ou le caprice de qui que ce soit de s'y opposer après publication, de faire un procès et de gagner. Voilà, ça ce sont les faits et les faits juridiques. Donc évidemment, depuis quasiment 30 ans que je fais ce travail, la question ne peut pas être résolue. À moins que je fasse signer à chaque personne que je vais représenter la dite autorisation. Ce qui, là, nous amène à une deuxième partie. En fait, c'est impossible. Parce que soit donc je dessine des gens proches, et alors il y a beaucoup d'amis, par exemple, donc des gens avec qui, a priori, je m'entends, que j'aime, qui m'aiment, et que je m'entends avec eux. Et faire signer des autorisations même à ses amis, c'est très compliqué, parce que soit la personne, ou soi-même, ou nous deux, on considère que la confiance est suffisante pour se passer d'une autorisation écrite, et à ce moment-là, retour à la case départ, on est suspendu à la possibilité que, suite à une fâcherie, la personne décide finalement de retirer son autorisation tacite et non écrite à tout moment, et donc faire un procès. Soit on se passe de l'autorisation écrite d'emblée en considérant effectivement que seule la confiance règne, avec, on est suspendu à la décision, au caprice, à la bonne volonté, au choix de l'autre, de bien vouloir laisser le travail vivre. Mais soit, autre option, donc ça c'est dans l'option la mieux, c'est-à-dire avec les gens les plus proches et avec qui on est censé ne pas avoir de problème. Donc déjà, c'est compliqué. C'est-à-dire, moi je n'ai quasiment pas d'autorisation écrite de qui que ce soit, et d'autant plus des personnes les plus proches, parce que ça peut même d'emblée demander une autorisation, ça peut déjà poser un problème. C'est-à-dire la personne se dit, mais pourquoi tu as besoin de mon autorisation écrite? Est-ce que mon amitié suffit pas? Et quand on essaie d'expliquer que non, là en l'occurrence, puisque c'est ça suspend le travail à un problème de droit juridique véritable, et pour se protéger, non, l'amitié ne suffit pas, il faut une autorisation écrite. Le droit, on n'a rien à foutre de savoir qu'on s'entend bien, qu'on s'entend pas, etc. avec les gens, et que même la personne dise oui, non, mais moi c'est un ami, etc. S'en fout complètement. Donc à partir de là, plus vous êtes proche d'une personne, plus vous êtes en amitié et en confiance avec cette personne, plus lui faire signer une autorisation devient compliqué, parce que ça remet déjà en cause le contrat tacite de l'amitié que vous avez avec la personne en question. Et vous vous retrouvez dans des cas de la personne qui va dire mais donc si je signe, c'est que toi, tu ne me fais pas confiance. Et moi, j'ai envie de dire, oui, non, je ne te fais pas confiance. Effectivement, à cet endroit-là, moi, j'ai besoin... Donc, si tu ne me fais pas confiance, notre amitié n'est pas l'amitié qu'on croyait. Donc, le seul fait de demander une autorisation à une personne avec qui on est très amis, d'autant qu'elle est proche, d'autant elle va être proche, plus ça devient compliqué, parce que ça remet d'emblée en question l'amitié. L'amitié ou la relation, la confiance qu'on a avec la personne. Donc ça pose ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme à la mode, une charge mentale
absolument incommensurables que moi, je ne peux pas porter. Donc, je choisis de faire quand même le travail avec ou sans autorisation et en me livrant en croix, pieds et poings liés, au bon désir, au bon vouloir et aux caprices de mes amis ou moins amis qui auront suffisamment confiance pour voir les pages publiées ou pas. Enfin voilà, on en est là. Ça, c'est avec les personnes donc les plus proches, les plus amicalement en confiance. Donc, imaginons évidemment avec toute autre personne, soit des personnes avec qui on a peu de relations mais qu'on décide de faire figurer parce que qui ce serait d'autres auteurs ou collègues ou personnes un peu publiques avec qui on aurait eu une relation un petit peu justement de privée, enfin d'amitié ou quoi que ce soit, et avec qui on fait dire des choses et tout, qui peut très bien dire bah, attendez, moi j'ai pas dit ça exactement comme ça, etc. Bon, donc c'est infernal. Et alors encore plus avec des personnes avec qui on est en conflit. Comment voulez-vous faire signer une autorisation avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit et qui va être le moteur même du récit que vous voulez raconter? Puisque, précisément, je dirais pas l'intérêt d'une autobiographie, mais en tout cas l'intérêt de la faire soi-même, c'est surtout de parler des crises. C'est pas de parler des choses qui se passent bien. Les choses qui se passent bien, j'espère en raconter. Et il y a des plages, il y a des moments, je pense, quand même de contemplation, de bonheur, ou de joie, du moins, et même dans le dernier sergent. On raconte des crises. Et des crises, c'est pas des crises abstraites dans l'espace, c'est des crises avec des gens. Donc, soit on choisit de mettre une distance, donc de commencer à, on va dire, mentir sur les visages, puis sur les noms, puis sur les lieux. Donc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une fiction, du coup. C'est plus une autobiographie. Donc, de fait, il y a un oxymore. La justice pose un oxymore, une contradiction interne, une aporie sur l'autobiographie. L'autobiographie, si vous voulez qu'elle soit honnête, alors honnête, pareil, c'est des termes à définir, mais honnête au moins par rapport à vous-même, c'est-à-dire à votre propre ressenti des choses, est impossible. On ne peut pas écrire, dessiner, filmer une autobiographie en France, selon la loi, ou alors à être suspendu au désir, au caprice de quelques figurants, représentants, figures, protagonistes que ce soit dans les pages, qui peut, à tout moment, après publication et après un délai assez complexe à discuter ici, décider de dire non, finalement, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas été d'accord ou je ne suis plus d'accord. Et ceci s'est appelé pendant un temps, d'ailleurs, c'est en justice, ça a porté un nom, ça s'appelait le droit au caprice. Imaginez bien, c'est-à-dire qu'en législation, il y a une loi qui s'appelle le droit au caprice. Alors, ce qui était censé protéger notamment plutôt les grandes stars, justement des paparazzi, ce genre de choses, où on pouvait les filmer, leur faire, du coup, voilà, vous imaginez bien quelqu'un de très célèbre, qui a des images d'elle en permanence, à un moment donné, enfin, la ras-le-bol, elle dit, moi, j'arrête. Donc, et puis qui parfois peut dire oui, un photographe, puis se dire, mais non, mais finalement, j'avais pas compris que c'était pour faire ça, les photos et tout, donc ce qu'on appelle le droit au caprice. Donc, ceci percole verticalement vers le bas, on va dire, jusqu'aux gens du commun, enfin, je dis ça sans aucun mépris, qui ont tout simplement le droit à la protection de leur vie privée et qui finalement ont le droit à un moment donné de dire non, mais je suis pas d'accord. Vous voyez, c'est absolument insoluble. C'est totalement insoluble, c'est inexorable, c'est insoluble. Et vous ne pouvez pas demander l'autorisation, comme je l'ai expliqué, à toutes les personnes qui vont figurer, et ne serait-ce que parce que vous-même, sur vos pages, vous ne savez pas à quel moment vous allez choisir aussi de parler de tel événement, telle chose, tel truc, qui peut être un petit détail, mais qui est un petit détail qui va avoir son importance dans l'ensemble du récit. Donc éventuellement, les protagonistes qui vont être à peu près très régulièrement représentés, pourquoi pas? Mais là, on rentre encore dans l'histoire de l'amitié et de la confiance, qui se retrouve à être trahi si vous demandez une autorisation écrite. Et après, les petits détails, les petites choses comme ça, vous ne pouvez pas les courir après tous les gens pour dire, au fait, je vais te faire figurer, etc. Alors moi, je m'arrange. Des fois je demande, j'informe. Je dis, au fait, tu sais, là, dans mes pages, là, je vais faire une scène, souviens-toi, il s'est passé ça et tout, je vais la dessiner, voilà, je te le dis, comme ça. Alors bon, je joue sur la confiance, c'est-à-dire, la personne dit, oui, ok, vas-y, etc. Mais voilà, elle me l'a dit oralement, donc juridiquement, ça n'a aucune valeur de fait, et donc je pars du principe que je fais confiance, moi-même, de mon côté, à tous les protagonistes représentés, en espérant que personne vienne me faire chier un jour ou l'autre. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis passé à travers les gouttes et les mailles du filet, mais l'épée de Damoclès est là en permanence. Il se trouve que, par exemple, ensuite, vous pourrez m'interrompre, dans le dernier sergent, on va dire, dans le journal, il n'y a aucune autorisation de rien, de personne, de qui que ce soit, et ça a posé problème.
tout à fait. Ça a posé problème. Alors, c'est pas monté en justice, heureusement, c'est pas monté en justice, j'en serais mort, parce que je suis pas capable de supporter l'idée. Hein. Si un jour quelqu'un me fait un procès, moi je pense que je fais un arrêt cardiaque, hein. C'est au-dessus de mes forces. Mais, et en même temps, je ne peux pas faire autrement que faire ce travail, parce que pour moi c'est une nécessité intérieure, nous y reviendrons. Donc j'essaie d'être le plus honnête, d'être le plus... Et ceci permet aussi de répondre, de devancer une question qui est l'histoire de l'honnêteté, de la mise à nu, ce genre de conneries. C'est complètement faux. Je passe mon temps dans l'autocensure. Tout ce qui est raconté, c'est l'immense partie émergée de l'iceberg de tout ce qui n'est pas raconté. Et vous l'avez dit au départ, et je vous en remercie, c'est un récit extrêmement violent. Donc imaginez la violence qui n'est pas dite. Oui. Mais, voilà, tout ce qui est dit, émerge d'une violence que je ne peux pas dire derrière. Donc il y a des moments, c'est pas que j'invente, mais il y a des moments, on va dire dans l'anniversaire, non, ça va être un mauvais exemple, mais il y a des moments, il y a même des personnages qui sont un peu inventés quand ce sont des situations, on va dire, des situations typiques, des situations types, et qui n'ont pas remis en cause une relation intime avec quelqu'un de précis, on va dire, sans les nommer, mais tel que je les nomme dans le journal, c'est-à-dire la figure de Denis, la figure de Xavier, la figure de Loïc, la figure de... voilà, etc. Comme là, ce sont des relations, on va dire, intimes, d'amitié, je peux pas trop mentir, enfin, mais sur quelque chose où ça s'est passé avec une personne uniquement, qui est, on va dire, du cercle secondaire ou tertiaire des relations, j'invente, là, enfin, je mets une autre tête, etc. Mais donc pour le dernier sergent, par exemple, ça a été une succession. Alors c'est pas que j'ai aucune autorisation écrite, parce que paradoxalement j'en ai quelques-unes, mais qui sont délirantes. Hein. Là, je rentrerai pas dans les détails, parce que je veux pas vexer les gens en question. Mais j'ai 4 autorisations écrites, mais pour une personne qui est récurrente dans le livre, certes, mais pour 3 autres personnes qui n'y figurent quasiment pas, qui sont sur 1 ou 2 cases. Donc on en est... alors très bien, hein, là de ce côté-là, moi, je n'aurais pas de problème, mais c'est assez délirant. Et les autres, il n'y a pas d'autorisation, c'est juste, j'ai dit comme ça, au fait, je vais raconter ça, je vais raconter ce moment souviens-toi, entre 98 et 2000, il se passait ça à tel moment, etc. Je dis même pas, est-ce que tu es d'accord ou pas, je dis, je vais raconter ça. Avec des gens effectivement un peu en confiance, ils savent ce que j'ai déjà raconté et ils me font confiance. Mais ils peuvent très bien demain piquer une colère pour X ou Y raison et se dire, mais finalement, voilà, j'ai pas du tout dit ça, j'ai pas du tout pensé ça, j'aime pas du tout la façon dont ils me représentent, etc., etc. Pour la figure notamment d'Antoine, dans le dernier sergent, donc, parce que le dernier sergent, c'est littéral, hein, c'est un militaire, c'était un militaire autour de 98-2000, enfin un militaire professionnel, il a été militaire évidemment pendant 11 ou 12 ans de sa vie, que j'ai rencontré donc à cette période, 98-2000, enfin 98-2002, mais dans le tome 1, donc les guerres immobiles, c'est 98-2000. Antoine, qui est un ami aujourd'hui, très proche, hein, heureusement, je lui ai demandé explicitement son autorisation, mais je n'ai pas d'autorisation écrite. J'ai envie de dire, je n'ai pas réussi à faire décrocher une autorisation écrite pour les raisons que j'ai explicitées. Ça a été même un peu compliqué, parce qu'il y avait un malentendu avec l'éditeur. J'ai demandé à l'éditeur de faire une sorte de lettre type pour nous protéger, on va dire, tous les deux. J'ai bien expliqué à Antoine les tenants et les aboutissants, que comme c'est quelqu'un dont j'étais évidemment très amoureux à l'époque, et le récit, c'est le récit justement de cet amour à sens unique et tout. Pour moi, évidemment, le Antoine en question, même s'il n'y a plus les sentiments que j'avais à l'époque pour lui, son avis m'importe par-dessus tout, évidemment. Son autorisation, son avis, son assentiment, qu'il n'y ait aucun bémol et aucun doute entre nous sur ce que j'allais faire et sur ce qui est sorti. C'était hyper important. Donc j'avais demandé à l'éditeur une sorte de lettre type et tout, et en fait la lettre type a manqué de créer un conflit entre lui et moi. C'était très mal compris, la lettre était assez, comme elle était type, elle était assez froide, assez dure. Antoine... Juridique, quoi. Voilà, très juridique, avec vraiment des trucs je renonce à, définitivement je renonce à, ce genre de choses. Il a pris peur, ce qui est légitime. Moi, j'ai vraiment manqué de faire un arrêt cardiaque quand derrière, j'ai entendu par mon éditeur, non, il veut pas signer, etc. J'ai fait, alors ça faisait 4 ans, 5 ans avec lui en amitié, que j'avais exposé tous les tenants et les aboutissants. Je lui avais bien dit, quand ça va être publié, attends-toi un certain nombre de choses, attends-toi que ça va pas être simple forcément. Alors bon,
pareil, hein, c'est pas du James Cameron, donc il risque pas de se retrouver avec des bataillons de gens devant chez lui pour lui demander des comptes sur sa représentation dans mon livre. Mais tout de même, j'ai bien cadré, je lui ai dit attention, sois pas trop enthousiaste quand le truc va sortir, c'est peut-être pas le bouquin à montrer à ta mère, tu vois, enfin ce genre de choses, des trucs très très bêtes, mais qui me paraissaient importants. Tout un travail en amont, et puis au moment de signature du papier, moi j'entends il veut pas signer. J'ai eu 3 semaines vraiment au bord du malaise cardiaque. Hein. Je dis c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça après 20 ans d'absence, après avoir bien digéré, enfin comment dire, essayer de mettre tout ça en perspective et de me calmer par rapport à ces choses-là. Le truc me revient dans la tronche avec un garçon qui on est très amis, qu'on s'est retrouvés. Enfin, donc il n'y a pas d'autorisation écrite, il y a une autorisation orale. Alors je le remercie au début du livre, hein, en disant je remercie Antoine d'avoir accepté de jouer son propre rôle. Mais de fait, on a suspendu et renoncé à l'autorisation écrite. Il peut demain dire oh ben non, finalement, je ne suis plus d'accord avec cette représentation. Mais bon, voilà. A priori, moi j'ai eu peur, on va dire, jusqu'à ce que le livre sorte, hein, pour être simple. Je lui ai envoyé, évidemment, et puis bon, voilà, après c'est privé, c'est entre lui et moi, mais effectivement, il m'a fait une réponse très touchante en disant qu'il était très fier et que voilà, mais ça c'est ma parole, hein. Il pourrait surgir demain et dire mais non, j'ai jamais dit ça. Oui, donc on parlait de paranoïa à un moment donné, moi je suis dans une paranoïa totale, et il y a tout un tas d'amis, dont mon éditeur à l'époque d'ailleurs, qui m'ont dit ils ont vu penser que effectivement je surinterprétais un peu trop la réaction tout à fait légitime d'Antoine au refus de signature de cette lettre, qui effectivement à la lecture posait problème. C'était vraiment un texte très dur et qui n'était pas adéquat, on va dire. Donc aujourd'hui je me mets à sa place et je n'aurais pas signé non plus. Et même mon éditeur m'a dit, mais moi-même, j'aurais pas signé un papier pareil. Et de fait, il l'a pas signé. Et mon éditeur m'a dit, mais en fait, il a été très rationnel et très, très raisonné. Il m'a dit, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi posé, d'aussi clair avec lui. Et il me dit, remet absolument aucunement en question le travail que toi tu fais. Il dit, effectivement, mais cette lettre posait problème. Donc bon, voilà. J'ai peut-être même dit des choses très, 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 très privées, on va dire, qui pourraient peut-être même de nouveau poser problème, je pense pas. Mais c'est un truc qui me travaille tellement que c'est quasiment le sujet du Dernier Sergent. C'est-à-dire la fin, sans spoiler, la fin de l'annonce de ce premier tome, c'est le narrateur, donc moi, qui renonce, qui a un choix à faire, et ce choix, il le fait en fonction du fait que la charge mentale de ces histoires de droit à l'image sont tellement lourdes à porter, sont tellement insupportables, que le narrateur choisit une option et dit non, je ne vais pas faire ça parce que c'est trop lourd. Uniquement par rapport à la question du droit à l'image. Donc j'ai été très long, mais c'est pas forcément le centre et le cœur du travail, mais c'est une espèce de serpent de mer permanent qui nourrit ce travail et qui est un questionnement. Donc la question ne peut pas être résolue. Elle ne peut pas être résolue, c'est impossible. Mais, alors ça ne m'étonne pas que ça vous obsède parce qu'on le sent à la lecture de cette postface, et j'allais y revenir, on le sent aussi dans le Dernier Sergent, parce qu'on y revient aussi régulièrement, mais on y reviendra nous-mêmes, enfin moi-même plutôt, j'ai une question par rapport à ça un peu plus tard. Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main,
juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide, couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'ai une question, alors peut-être un peu... Pardon ? C'est tout le sujet du tome 3 du journal, surtout. Parce que les premiers problèmes, on va dire, concrets, se posent à ce moment-là, avec le protagoniste Dominique du journal 3, alors que là, je défleure aussi un peu, mais la personne réelle, donc que je ne nommerai pas, Dominique, aujourd'hui, on a plutôt une relation très apaisée. C'est un collègue, on va dire, aujourd'hui, et à chaque fois qu'on se voit, alors pareil, il pourrait, s'il entend ça, il pourrait dire dès demain, non, mais je commence à en avoir marre, il est toujours en train de raconter ça, maintenant je ne suis plus d'accord. Il pourrait, hein, légalement il aurait le droit. Mais bon, ce que j'en vois, et j'espère ne pas trop le trahir en disant ça, et le protéger aussi tout en le faisant, puisque je ne le nomme pas, finalement, curieusement, c'est avec le tome 3 du journal que les problèmes concrets se sont vraiment posés de manière extrêmement aiguë, puisque c'est la réception de l'édition du tome 3 qui fait que le narrateur renonce à la fameuse chose à laquelle il renonce dans le Dernier Sergent, parce que dans le Dernier Sergent, je parle de la parution, enfin de la création, enfin de la réalisation du tome 3 du journal, et donc de sa parution, qui arrive à la fin du récit du Dernier Sergent, et la réception et les problèmes qui sont posés à ce moment-là sont tels que ça fait changer d'options, entre les deux options à choisir du narrateur, il choisit en disant bah non, à cause de la réception du tome 3 du journal. Mais le principal protagoniste, donc la principale figure du tome 3, est finalement, paradoxalement, la personne qui m'a posé le moins de problèmes. C'est ça qui est complètement dingue. C'est vraiment une histoire de culture, d'entourage, de ragots, de paranoïa, d'ego divers et variés, complètement dingue. Et au bout du compte, si on mettait le Dominique réel et moi voilà, face à face, et il y a des gens qui l'ont vu, hein, encore récemment, dans des situations, on va dire, publiques, je ne préjuge pas de ce qu'ils pensent toujours intimement de ce que j'ai pu faire. Hein. Le tome 3, je suppose que ça n'a pas dû lui plaire, parce que c'est quand même beaucoup plus à charge que le Dernier Sergent. Le Dernier Sergent est quand même tout à fait à l'honneur, enfin, je veux dire... je présente la figure de cet Antoine comme étant un gars super gentil, enfin bon, voilà. Dans le tome 3, je présente un Dominique, et voilà, je suis très très critique par rapport à ce qui se passe.
Et donc, je suppose que ça lui a pas plu, et c'était pas fait pour lui plaire spécialement non plus, donc c'était assez compliqué. Mais dans la réalité, pour l'heure, Dominique ne m'a jamais posé problème. Et d'ailleurs, dans les insurgents, je le dis, je lui envoie le livre, et j'attends, comme si j'allais monter à l'échafaud, sa réaction. Et je dis à la fin, je garde pour nous, encore une fois, pour protéger la réaction qu'il a pour moi, mais je réponds par image. Et les images montrent un gars plutôt rasséréné. Et en gros, je dis, bon, il m'a dit un truc qui me soulage quand même un peu, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais persuadé d'aller au procès. J'étais vraiment absolument convaincu d'aller au procès. Je dis, voilà, bon, ma carrière, elle va s'arrêter au moment où elle commence. Je fais ce gros bouquin, le truc sort, procès terminé, quoi. Et voilà, quoi. On a parlé 3 minutes, et aujourd'hui, depuis, donc 20 ans, plus de 20 ans après, on se croise régulièrement et on parle travail. On parle dessin, on parle travail, on parle boulot, on parle œuvre, on parle de ce côté-là. J'ai absolument, je lui tire mon chapeau. Je le respecte et le remercie. Voilà. Oui, vous allez faire la fête après de mémoire, après que vous le voyez après la case où vous dites tu gardes pour moi ce qu'il m'a dit. Il y a un autre truc aussi paradoxal dans la post-fast, c'est que vous dites que souvent ce n'est pas les concernés qui sont le plus gênés, c'est l'entourage qui va leur répéter. Ça, on en reparlera aussi quand on commencera à parler un peu plus en détail du dernier sergent. Il y a quelque chose, moi, qui m'a épaté aussi dans cette post-face, puis après je lâcherai la post-face pour parler d'autre chose. C'est lorsque vous montrez tous vos carnets de croquis. Ah oui. Donc vous allez continuer à bosser, même si vous ne publiez plus d'autobiographie aux éditions Ego Comics ou ailleurs. Et vous montrez donc tous les carnets, et vous dites qu'il vous faudrait plusieurs vies pour redessiner et pour mettre tout ça en forme. Et moi, je trouve ça important de le dire parce que je pense que c'est quelque chose qu'on occulte. On dit que le dessinateur, il prend sa plume et puis Dieu lui parle et on y va, c'est dessiné et merci à tous. Et on oublie tout le travail qu'il y a derrière le dessinateur. Et je trouve que montrer ça pète, quoi. Dans la tête du lecteur. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans cette postface, et pourtant c'est juste un petit encadré, quoi. Enfin, c'est une grande case où je dessine. Une grande case, ouais. Publicité, parce que comme on est sur de la radio, c'est compliqué de parler de choses qu'on ne voit pas. Mais en gros, il y a une case où je dis en texte. Le travail continue, c'est pas parce qu'il n'y a pas de publication que le travail ne continue pas. Je n'ai jamais arrêté de dessiner, de raconter et accessoirement de raconter des choses autobiographiques, donc dans des carnets, dans des pages, dans des bouts de scène, des trucs comme ça. Donc c'est un véritable bordel. Et je dessine, donc je fais une grande case où je dessine, je représente la totalité de mes carnets posés au sol de cette période invisible. Donc il y a il y a 10 carnets A3 qui font 60 pages, 80 pages chacun. Il y en a 15 format A4, il y en a 20 format A5. Et encore, j'ai même pas fait figurer l'ensemble de mes pochettes photo papier de l'époque, parce que je dois avoir en photo sur 20 ans, je dois avoir 15 000 photographies, quoi. Donc c'est colossal. Sans compter qu'il y a des notes sur des agendas, il y a des notes sur des calendriers, il y a des notes maintenant sur les ordinateurs et sur nos agendas numériques. Enfin, il y a des notes de tous les côtés, donc c'est un bordel monstrueux. Mais c'est le travail. C'est du travail, quoi. C'est un énorme travail en amont. Pour revenir à ce que vous disiez effectivement un petit peu avant, c'est pas les principaux concernés qui forcément vont poser plus de problèmes, c'est l'entourage. En fait, c'est même pire. C'est-à-dire, moi, j'ai établi, parce que depuis le temps que je bosse sur le sujet, forcément, je commence à avoir une idée assez précise de comment le délire, le délire paranoïaque collectif, qui dit beaucoup de choses de la société, justement, qui dit énormément de choses de la société, on y reviendra, comment il fonctionne. L'équation, elle est simple, c'est que plus vous êtes éloigné, finalement, de l'histoire concernée, tout en ayant encore un lien. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Mais plus vous avez fréquenté une journée, une des personnes représentées dans le travail autobiographique, donc vous avez un lien, mais plus vous êtes éloigné, moins vous êtes concerné directement par le truc, oui, il y a eu un bip, moins vous êtes concerné par le travail, plus vous en êtes loin, plus vous avez un avis sur la question. On est vraiment comme en science, sur l'ultra-crépidarisme ou le syndrome de Dunning-Kruger. Moins les gens ont de connaissance du sujet, plus ils ont une opinion très tranchée sur la question.
Et effectivement, je, ou le jeu de tout autobiographe, homme ou femme, ou de tout artiste d'ailleurs, les plus grands problèmes et les plus grosses emmerdes, c'est effectivement sur des forums à la con, avec des gens qui donnent des avis, qui n'y connaissent rien, mais qui ont entendu dire que, et qui pensent que. Et je vais aller plus loin encore, le petite anecdote, le plus gros délire que j'ai eu, c'est par rapport au tome 1 du journal. Je vais faire très bref, parce que si je racontais l'anecdote vraiment dans le détail, ça serait succulent, mais ça serait très long. C'est quelqu'un qui tout simplement s'appelait Stéphane, et a cru qu'il a été représenté, et s'est fâché intérieurement avec moi pendant 10 ans, en pensant que le livre parlait de lui. Et un jour, on se retrouve, on va dire, sur le rempart de la ville qui n'est pas nommée, donc 10 ans plus tard, on parle de rien, enfin on parle et il me dit ça, il me dit, oh, tu sais, j'étais très fâché avec toi, j'étais très fâché contre toi. Je dis, bon, d'accord, ok, très bien, encore un mec fâché avec moi sans que je sache pourquoi. Et au fur et à mesure, je commence à comprendre, en fait je comprends assez vite ce qui l'avait fâché, mais je fais le faux naïf pour essayer, comme Socrate, de le faire accoucher par maïotique, de sa bêtise, vraiment, pour qu'il soit confronté au fait que c'était vraiment absurde. Et en gros, voilà, je fais bref, il était convaincu que le tome 1 du journal, c'était lui, puisque lui-même s'appelait juste Stéphane. Et à la toute fin, j'ai juste dit, après genre 20 minutes, à bien essayer de le faire cracher le morceau, et tout en disant, oh non, mais je suis plus fâché, maintenant, ça va mieux, quoi. Et à la fin, je dis, mais tu te rends compte que tu te trompes, tu vois, c'est pas toi, quoi. Et même ça, le type, il dit, oui, bah, j'ai compris que c'était pas tout à fait moi, quoi. Enfin, c'est pas toi du tout, c'est absolument pas toi. Alors, il y a d'un côté les gens qui vont m'accuser que je dessine tellement précisément qu'on reconnaît les gens et donc ça pose problème. Et de l'autre côté, les paranoïas qui se reconnaissent quand même alors que je suis censé dessiner de manière très réaliste, alors que le gars ne ressemble pas une seule seconde en plus à la figure de Stéphane. Il a juste son prénom. Et comme on était dans la même ville à peu près au même moment, il a pensé que c'était lui, quoi. Donc, je finis par lui dire, mais c'est pas toi. Je dis, mais tu regardes la date de publication du livre. Donc, 96, je dis sur un récit qui date de 92. Bien. Et je dis, t'avais quel âge à l'époque? Il avait 13 ans. Voilà. Anecdote terminée. Mais on en est là. J'ai eu droit à ça. Des mecs qui pensent qu'un livre entier leur est consacré, alors que le récit qui est raconté correspond à un moment de leur vie où ils avaient 13 ans, donc à part m'accuser de je ne sais quoi, c'était juste pas possible, quoi. Et en plus, d'un côté, on m'accuse de dessiner très réaliste, donc on reconnaît les gens, et de l'autre côté, il y a des tarés qui pensent que c'est quand même eux, alors que ça ne ressemble pas du tout. Donc voilà où on en est au niveau de la paranoïa collective. Ça dit énormément de choses de la société. Donc je pense que mon travail autobiographique comme ça, c'est pas juste parler de mes petites misères, de mes petits malheurs d'homosexuels de province. Rien que c'est ce genre de questions qui sont posées, avec les délires que ça produit, ça dit quelque chose de très 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 profond, à mon avis, de la société. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais moi je le vis tous les jours. Donc, ouais. Puis c'est pas prétentieux, c'est accentué avec le dernier sergent dont on va parler incessamment sous peu. J'ai une double question encore une fois sur la première époque, entre guillemets, le premier cycle, un peu plus général. Nous avons fait ici une émission sur les ventes de BD en décembre dernier, et on se désolait que les meilleures ventes étaient des séries bateaux sans grandes ambitions. On s'est demandé quel était le marché de la bande dessinée aujourd'hui. Je vous pose cette question à vous parce que dans le dernier sergent, Les Guerres Immobiles, on voit très bien le 1 sur la couverture. Et on se dit, super, donc ça veut dire qu'il y aura un 2, il y aura un 3. Vous avez dit qu'il y avait 4 livres. Et moi, tout de suite, ça m'a fait peur quand j'ai vu ça, parce que la BD se vend pas des masses, à part du Luke ou je sais pas quoi d'autre, le nom Gaston Lagaffe, etc. Est-ce que nous, en tant que lecteurs, on est assuré, pardon? Ou Un monde sans fin, qui a dépassé le million d'exemplaires, je crois, récemment, quand même. Oui, exactement. Ouais. Ou La Route de Larsenet, vu le battage marketing qui a été fait dessus, forcément. Oui. J'ai un autre, Gaston Lagaffe, tiens, oui, aussi. C'était la première vente de décembre, et Astérix. Du coup, est-ce que nous, en tant que lecteurs, on est assuré d'avoir l'histoire complète? On est assuré d'avoir tout, là, ou est-ce qu'on doit craindre que la série s'arrête avant le terme faute de succès? Et la deuxième question, parce que j'ai promis une question, c'est est-ce qu'un succès en 2024
ou un échec en 2024, c'était un succès en 94-95. Est-ce que les chiffres de vente sont équivalents ou est-ce que c'est une catastrophe aussi, tout s'est effondré? Alors, je pense que vous me posez la question tout en ayant déjà une grande partie de la réponse. Hélas, voilà. Donc, on va peut-être. Hélas, pour une partie de la réponse, hein, pas pour l'autre. On va donc peut-être soit ne rien apprendre aux auditeurs, soit leur apprendre quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Alors, je vais répondre à la deuxième question avant la première. Est-ce qu'un succès. Alors, pareil, qu'est-ce qu'un succès? Enfin bon. Mais on va rester simple. Succès, on va dire succès de vente. Hein, voilà. Est-ce qu'un succès d'hier est un succès aujourd'hui? Est-ce qu'un succès d'aujourd'hui pouvait être un échec hier? Enfin bon, ben non. C'est-à-dire que, alors donner les raisons, les explications, ça va être compliqué, mais il y a quand même quelques indices. C'est-à-dire, comme on est entre 6 000 et 8 000 parutions par an, je crois, aujourd'hui en bande dessinée, qu'il n'y a pas plus de libraires aujourd'hui qu'hier, sans compter maintenant, évidemment, les énormes structures, les Leclerc et compagnie, ce genre de choses, les plateformes, Internet et tout, Amazon, et que autrefois, c'est-à-dire quand je dis autrefois, il faut quand même dater, c'est-à-dire quand moi j'ai commencé, effectivement, on était autour de 600 exemplaires par an de publication. Oui, j'ai dit 6 000, 8 000, c'est par an. Donc on a multiplié par 10 en l'espace de 20 ans le nombre de publications par an, avec des espaces de vente qui, eux, n'ont pas augmenté. Donc c'est simple, on ne peut pas pousser les murs, donc déjà on ne peut pas tout mettre à la même échelle, et en fait c'est presque une équation. Je ne dis pas que c'est parce qu'on va appeler ça la surproduction, mais bon, est-ce que c'est une surproduction? S'il y avait une surdiffusion identique, on n'aurait pas de surproduction. Donc bon, je cherche pas, mais quoi qu'il en soit, l'équation paraît assez simple, c'est-à-dire il y a 10 fois plus de parutions aujourd'hui qu'il y a 20 ans, avec le même nombre de points de vente. Donc bah, vous divisez par 10 les ventes. C'est un peu grossier, mais on est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'autrefois, auteur de BD, on va dire de BD classique, hein, le BD Delcourt, justement, de ce que faisait Delcourt il y a une vingtaine d'années, donc le récit d'aventure, ça peut être de Cap et de Croc, par exemple, ce genre de choses, parce que ce sont des camarades, je les connais bien. Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je pense que, bon, en plus, ça a été plutôt un succès à l'époque, mais la vente moyenne, à l'époque, c'était, on va dire, entre 12 et 20 000 exemplaires. 12 et 20 000 exemplaires, on était une espèce de moyenne. C'était pas le grand succès, hein. C'était plutôt une espèce d'équilibre. On va dire le remboursement des avaloirs, par exemple, peut-être. Quelque chose de cet ordre-là. Alors pareil, ça dépend de la taille du bouquin, ça dépend de sa diffusion, ça dépend du nombre de pages, mais bon, alors on a fait une grosse moyenne à la louche. On va dire entre 12 000 et 20 000 exemplaires, c'était la petite moyenne pour vivoter de bande dessinée et à peu près vaguement rembourser ses avaloirs. Aujourd'hui, bah, c'est le même nombre de ventes pour rembourser ses avaloirs, sauf que on divise par 10, c'est-à-dire peut-être pas par 10, mais par 5 ou 7. Et moi, en l'occurrence, donc là, moi je regarde pas trop mes chiffres de vente, je suis assez nul de ce côté-là, je suis vraiment très mauvais pour ça, mais j'ai cru comprendre qu'avec Ego Comics quand même, qui était une toute petite structure minuscule, ben, sur la durée, le boulot s'est quand même un peu vendu. Alors c'est très relatif, hein. Attention, encore une fois, on parle d'un récit autobiographique en noir et blanc, dans un paysage de la bande dessinée qui était dominé à l'époque par le récit d'aventure, donc c'est difficile de faire des comparaisons, mais bon, je pense que très vite, on a tourné autour de 2000, 3000, 4000, 5000, puis 10 000 exemplaires de ventes sur le terme. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'au bout du compte, sur 20 ans, le tome 1, il s'est peut-être vendu à 20 000, 25 000, qui est pour j'en sais rien, je dis peut-être une énorme connerie sur mes propres chiffres, mais je pense que ça tourne autour de ces eaux-là. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le même espoir. Et à l'époque, puis encore une fois, parlons même pas de moi, c'est-à-dire vraiment, je parle d'un auteur de bande dessinée classique, moyen au niveau des ventes. Aujourd'hui, s'il vendait 12 à 20 000 exemplaires hier, aujourd'hui, il va en vendre 2 à 3 000. 2 à 3 000. Donc, il ne remboursera jamais ses avaloirs, sachant que même ces termes-là sont faux parce qu'on ne rembourse pas des avaloirs. Les avaloirs, ils sont définitifs. Hein. C'est l'éditeur de se démerder avec sa caisse à lui, mais on nous fait toujours croire évidemment que c'est du remboursement. Mais quoi qu'il en soit, pour atteindre, on va dire, le chiffre, on commence à toucher des droits. On commence à toucher des droits parce qu'on touche des droits à partir d'un certain nombre d'exemplaires vendus. Alors, ça se contractualise. Hein. Il y en a qui vont le contractualiser très bas, donc ils vont avoir un avaloir très bas, ils vont toucher des droits d'auteur plus vite, mais ils vont avoir un avaloir très bas. Et puis des gars comme moi qui de fait ne peuvent pas trop espérer sur leur nombre de ventes, on demande un avaloir qui permet de vivre, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est la négociation que j'ai eue avec Delcourt, et j'ai dit moi je veux pouvoir en vivre parce que ça va être un boulot à plein temps de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Donc j'ai l'équivalent d'un SMIC mensuel, en gros.
Bon, 55 ans, qui peut se satisfaire d'un SMIC mensuel aujourd'hui à 55 ans dans le monde salarié, on va dire moi, c'est la gloire. Moi, je suis un privilégié en bande dessinée, hein, d'avoir l'équivalent d'un SMIC mensuel et donc de ne faire que ça en plus, c'est-à-dire de vivre quand même de ma production en avaloir. C'est énorme, on ne doit pas être très nombreux, hein, donc je suis un immense privilégié de ce côté-là. Bref, pour revenir aux chiffres, voilà, on vend au niveau vente, on vend entre 5, 7, voire 10 fois moins. Au niveau placement du livre en librairie, c'est la même chose, puisque, comme je l'ai dit, il y a 8000 bouquins, ou entre 6000 et 8000, dont maintenant quasiment les 2/3 de manga, donc pas de production, on va dire, locale, mais d'importation. Et je fais aucun jugement sur le manga, attention, hein, parce que ceux qui ont lu mon travail peuvent imaginer à quel point je rends hommage au manga à travers mes propres pages. Et sans le manga, je n'aurais pas fait le journal, d'ailleurs, non plus. Mais voilà, on en est là. C'est-à-dire, au niveau économique, c'est absolument catastrophique. Alors après, d'un point de vue global, méta et collectif, la BD est sans doute le secteur du livre qui se vend le mieux. Je me souviens ce que nous avait sorti Trondheim à l'époque, il y a quand même quelques années, avec un air un peu fier. Il dit oui, mais la BD, de toute façon, c'est le secteur du livre florissant, etc. Bah oui, la BD, oui, mais enfin les auteurs, eux, ils n'en vivent pas, quoi. La BD, c'est sans doute la locomotive du livre aujourd'hui, mais les auteurs et autrices, on n'en vit pas. Alors je sais pas, je pense qu'on est 50%, 70% à pas en vivre. Et moi, je fais partie des gens qui en vivent, hein. Attention. Encore une fois, je maintiens, je fais partie des privilégiés. Donc maintenant, on arrive à la deuxième question. La première, en fait, qui était est-ce que ça va s'arrêter, etc. Bon, a priori, moi, j'ai négocié avec Delcourt, ça faisait partie de la négociation de départ au moment où, à la cessation d'activité d'Ego Comics, moi, j'étais sur un récit de science-fiction avec Christophe Beck à l'époque. Hein. On est 2017, 2015, 2017, sur Labyrinthus avec Christophe Beck chez Glénat. Donc 2 tomes qui m'ont pris à peu près 4 ans de travail. Et ça tombait pile, j'ai commencé ce travail, et à peu près à ce moment-là, Ego Comics cessait son activité. Donc, j'ai envie de dire, heureusement, ça m'a mis un petit coussin d'attente. J'ai dit, bon, bah voilà, ok, il n'y a plus d'Ego Comics, donc mon boulot va disparaître. Hein. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à chercher, midi à 14h. Donc j'ai dit, je ne vais pas y penser maintenant, hein, parce que je sortais d'une grosse, lourde période de dépression, je m'en sortais un petit peu, je débutais ce travail de science-fiction avec des avaloirs corrects, donc au moins je remettais les pieds à l'étrier, on va dire, du boulot, quoi, du service actif. J'ai dit, je ne vais pas y penser maintenant, parce que sinon je vais m'effondrer, quoi, ça ne va pas être possible. Et heureusement, là aussi, privilège, on est venu me chercher. Il y a eu Casterman, il y en a eu d'autres, hein, mais les gros, ça a été Casterman et Delcourt qui sont venus me chercher en me disant, mais au fait, Ego Comics s'arrête, le journal, ça devient quoi? Je dis, bah, qu'est-ce que vous voulez que ça devienne? Si l'éditeur s'arrête, bah, le bouquin, le travail, il disparaît aussi, quoi. Ah ben nous, on serait intéressé de reprendre, etc. Est-ce que ça te dit et tout et tout? Je dis, bah, évidemment que ça me dit, bien sûr. Maintenant, on va poser les conditions, parce que j'ai plus le même âge, j'ai plus, voilà, quoi, c'est 20 ans après, vu la situation de la bande dessinée et tout ça, moi, je veux quand même des petits coussins d'assurance derrière, parce que, vu le boulot que ça demande, hein, je ne vais pas nommer qui que ce soit, mais c'est pas du dessin à la X ou Y, hein, ça me prend quand même un peu plus de temps à faire mes pages que d'autres. Donc moi, il faut que je puisse en vivre. Et surtout, j'ai dit, bon, on va faire vite, c'est Delcourt qui a remporté la palme, hein, Casterman n'a pas suivi. Et j'ai posé plusieurs conditions, dont pouvoir en vivre au jour le jour, pendant que je produis, puisque je ne peux rien faire d'autre, c'est vraiment un boulot à plein temps, et une certaine garantie d'une relative pérennité possible du travail, même si ça ne se vend pas. Voilà, donc ça répond déjà un peu à la question. Donc, on va dire, Delcourt assez rapidement a dit oui à tout. Et après, ça a été long à mettre en place, on va dire juridiquement et techniquement, administrativement, quoi. Ça a été 2 ans de négociations, de contrats, de trucs, etc. J'étais pas sur la sellette de oui ou non. Le oui a été donné assez tôt, mais après, ça a été un espèce de montage assez compliqué à faire au niveau administratif, parce que j'ai demandé un peu à ce qu'on revienne à l'ancienne, quoi. Puisque pour faire simple, aujourd'hui, la BD, c'est quasiment payé au forfait. Quelle que soit la taille de votre bousin et du temps que vous aurez passé dessus, ça va être un peu payé le même prix et à la fin, donc au forfait. Alors qu'autrefois, on était payé à la page. Alors après, payer à la page un bouquin qui va faire 400 pages, c'est un peu compliqué. Donc ça a été tout un espèce de montage dont David Chauvel s'est largement chargé tout seul, et j'imagine que ça a dû être un boulot complètement délirant, à une équation de dingue. Moi-même, je n'ai pas très bien compris encore aujourd'hui. Mais on est arrivé à ce résultat qui est que, oui, normalement, il y a garantie que le cycle, au moins du dernier sergent, ira jusqu'au bout.
donc 4 tomes. Donc il y a 4 tomes de prévus, et simplement parce qu'on a signé 4 contrats en même temps. En même temps. On ne peut pas aujourd'hui signer une fresque, une œuvre comme ça. On peut pas signer la comédie humaine ad vitam aeternam avec un éditeur en disant voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas combien de pages ça va faire. Et je signe, et l'éditeur signe avec des fleurs au bout de sa plume. Oui, moi voilà, On verra bien. On verra bien, évidemment, je fais confiance et je prends le truc. Donc, il a fallu négocier ça, et encore une fois, Delcourt a dit oui, hein, mais bon, Delcourt m'a longtemps courtisé pour ce travail de toute façon. Donc, je sais que on est presque dans l'ordre du mécénat à ce stade-là. C'est pas, moi, je savais très vite, très tôt, j'ai dit ça va pas se vendre, hein. Vu l'état du marché actuel, ça va pas se vendre du tout. Bon, actuellement, ça me donne plutôt raison. Hein. Alors après, tout est proportionnel. C'est-à-dire, il y a plein de collègues qui vont me dire « on te plaint pas parce que tu es placé à temps, nous on est placé à temps. Hein. Donc, te plains pas trop. » Mais bon, c'est quand même assez consternant par rapport, je veux dire, au placement proportionnel qu'a eu Ego Comics par rapport à ce travail-là. Je suis quand même assez... j'ai appris ça un petit peu au moment du festival de la bande dessinée 2024, donc juste avant la nomination pour le Fauve d'Or que j'ai pas eu, donc ça a été double peine, parce qu'il y a eu ça aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai appris mon placement et les premières ventes, le Fauve d'Or, c'était pas que je le voulais, c'était que j'en avais besoin. Enfin, un prix comme ça, on sait que c'est le seul prix qui augmente un peu les ventes. Donc, je dis, d'accord, mais maintenant, il me le faut, quoi. C'est pas juste de l'ego de vouloir un prix. Hein. J'adore les médailles et les dorures, mais bon, en l'occurrence, là, je me suis dit, putain, maintenant, il faut un prix, il faut que ça vende, quoi. En plus, que sinon, c'est terrible. Et voilà. Donc, j'ai appris ça en même temps, donc ça m'a foutu une petite retour de petite dépression pendant 3-4 mois, là. Mais... on a signé 4 contrats, donc il y a une garantie que le travail va aller au moins au bout du cycle. Et parce que moi, j'ai dit dès le départ, j'ai dit, je sais comment ça va se passer. Ok, Guy, vous reprenez le mausolée, hein, on va dire, journal. Ça va faire joli dans les étagères d'avoir ça, d'avoir le no comme voilà, parmi les trophées, que sais-je, dans les étagères. Bon, c'est un peu méchant ce que je dis, mais bon, j'ai conscience qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est très bien, hein, qu'un éditeur choisisse d'avoir des danseuses, c'est aussi tout à son honneur. Mais j'avais conscience que voilà, c'est pas les ventes qui allaient faire perdurer le boulot. Donc moi, il fallait d'autres garanties. Et il a dit OK. Et j'ai dit parce que voilà, vous reprenez le journal, en gros c'est un mausolée vraiment. On va publier peut-être un livre locomotive, un nouveau livre locomotive, qui va pas se vendre. Et donc les financiers vont arriver derrière et on va faire le deuxième livre sur l'inertie du premier, mais au bout du deuxième livre, ça s'arrête. J'en ai parfaitement conscience. Donc le gars, il est mort, je suis mort à 57 ans. Mon travail va me mettre mort à ce moment-là, et moi à 57 ans, parce que plus personne ne reprendra un truc pareil derrière Delcourt. Donc moi, je vois le truc venir, signé chez vous, c'est l'assurance de mourir, quoi qu'il arrive, enfin chez vous ou chez un autre, dans 6, 7 ans, quoi. Enfin, à l'époque. Donc maintenant, dans 3 ou 4 ans. Donc j'ai eu à peu près le nez creux là-dessus, parce que je suis un très très mauvais négociateur, je sais pas faire, mais j'ai juste posé les conditions. J'ai dit, moi, c'est ça et ça, si c'est pas ça, je reste au RMI. Hein. J'ai vécu la moitié de ma vie au minimum social, bon, on va continuer. Hein. C'est tant pis. Hein. Et il a accepté, donc il a fallu faire ce montage, et ce montage qu'on ne peut pas, que je disais, signer une œuvre comme ça, totale. On a signé 4 contrats indépendants, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 du dernier sergent. Bon, alors par contre, il y a des contraintes, hein, nombre de pages par semaine à produire. Voilà, c'est un peu, évidemment, c'est un peu compliqué. Le tome 1, on l'avait tourné autour de 280 pages, il en fait 418. Donc, on a rajouté un addenda déjà de 100 pages supplémentaires, ce qui nous monte à 380, mais il en fait 418, donc il y en a quand même déjà 40 de plus. Enfin, c'est un bordel. Et j'ai dit, en plus, c'est le premier tome, donc il essuie tous les plâtres. Ce tome. Je vous garantis que le 2, il y a une pagination qui est beaucoup plus précise, mais pour le 3, ça pose problème, parce que le 3, je le dis clairement, il faut qu'il fasse minimum la taille du 1, pour qu'il y ait une cohérence, quoi. Sinon on va se retrouver avec un tome de 400 pages, et puis après 3 tomes de 200, ça n'a pas de sens. Donc ça, on va voir, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, quoi, en tout cas, j'ai envie de dire, ça ne se vend pas, quoi. Enfin, je compte pas sur les ventes.
Et encore une fois, on est, et tant mieux, on est sur le succès d'estime, le respect des pairs, ce genre de trucs. Bon, résultat, je suis exposé à Beaubourg quand même, là, dans la grande expo internationale, la BD à tous les étages. Donc, plein d'auteurs ou d'autrices, m'entendant dire ça, pourront dire, putain, mais pour qui il se prend, il se plaint alors que il a les honneurs de la presse, il se retrouve au Centre Pompidou, et il chiale. Non, je chiale pas. Je dis et je maintiens, je fais partie des privilégiés. Mais voilà ce que c'est que le privilège aujourd'hui en bande dessinée. C'est un gars de 55 ans qui a le SMIC horaire. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet teas are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price. She's putting on a string below. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution.
quand même fou parce que c'est plein de paradoxes, l'air de rien. Hein. Tout à l'heure, on a vu que le succès relatif entre guillemets du tome 4 vous avait empêché de poursuivre professionnellement, je vais dire, ou consciencieusement la suite des dessins. Là, vous devez négocier pour être assuré que les 4 tomes paraissent, alors que vous savez que ça va peut-être pas se vendre et que sans ça, au bout du 2e tome, ça s'arrête. C'est tout un tas de paradoxes. La bande dessinée qui est affolante. Et alors, vous avez dit que c'est une locomotive, mais vous êtes quand même moins bien loti que les auteurs et essayistes qu'on interroge aussi dans l'émission. C'est vraiment le parent, j'allais dire la locomotive, c'est le parent pauvre, quoi, de l'édition, quoi. Vous êtes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas de malentendu. reconnu. Si, mais qu'il n'y ait pas de malentendu, quand j'ai dit locomotive, c'est technique, hein, c'est-à-dire c'est le premier tome du Dernier Sergent, techniquement devenait logiquement la locomotive pour relancer, on va dire, la franchise journal, quoi. J'ai pas qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, j'ai pas dit je suis une locomotive ou que sais-je, hein, qu'il n'y ait pas d'erreur de métaphore ou de symbole. Je disais ça, donc on va pas filer cette métaphore-là. Mais oui, c'est plein de paradoxes. Alors, c'est plein de paradoxes parce que dans ce milieu de l'édition de la bande dessinée, je ne dois pas être le seul non plus, mais je pense que je fais office d'exception. Vraiment, d'exception positive, et de dire que cette exception positive, à quel niveau elle est l'image de la pauvreté et de la précarité du milieu. Puisque, je le dis, voilà, le résumé, c'est un mec de 55 ans aujourd'hui qui est au SMIC horaire. N'importe quel salarié, c'est la misère, quoi. Enfin, alors, on pourra toujours dire, il y a pire, hein, il y a le minimum social, il y a des gens qui sont au chômage, bon. Mais moi, voilà, j'ai vécu la moitié de ma vie au minimum social. Hein. Donc, avant, dans les fameux 20 ans là, de silence, il y a eu 10 ans de dépression totale et d'absence totale de travail, de mains coupées, et d'un gars allongé sur son lit à chialer sa misère et sous antidépresseur. Hein. C'est pour X et Y raison. Hein. Mais voilà. Alors après, je précise quand même, le tome 4 aurait empêché, etc. En fait, oui et non. C'est pas les festivals et je ne sais quelle dorure et reconnaissance de l'époque qui m'auraient empêché de travailler. C'est que tout simplement, j'ai été beaucoup sollicité pour faire autre chose. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, on me demandait, ça serait bien d'avoir 6 pages dans le Monde là sur tel sujet, ça serait bien d'avoir 4 pages ici et là. J'ai bossé pendant un temps pour le magazine Beaux-Arts Magazine, ça a été une expérience absolument catastrophique. Et donc ça m'a pris 1 an et demi, en plus payé, enfin bon, c'était... Bref, j'ai une expérience que je ne souhaite à personne. Et tout ça, ça a repoussé d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'apparition du tome 5, par exemple, du journal, qui restera une arlésienne. C'est pas les festivals ou les rencontres et les libraires avec une pluie d'or telle Zeus ensemençant Danaé, n'est-ce pas, me tombant dessus d'honneur et de palmes qui m'aurait monté au bourrichon et fait que je serais resté comme ça, suspendu dans l'espace, à vibrer de ma propre gloire et à ne pas travailler. Pas du tout ça, c'est que j'étais très sollicité, on va dire, à faire du boulot alimentaire, parce que de fait, ça ne me payait pas. Ça ne me payait pas. Et surtout, c'est que, alors attention, c'est que pendant que je réalisais Journal, c'est-à-dire de 94 à 2002, j'en parle d'ailleurs dans le journal, j'étais salarié à mi-temps dans une petite association à faire un travail de graphiste, parce que c'est ma formation de départ, d'être graphiste, voilà, dans une association. Donc j'avais un mi-temps avec un mi-salaire, quoi. Donc ça crée une espèce de coussin un petit peu, surtout à l'époque, de sécurité pour travailler à peu près sereinement les pages, parce que les montants, les avances sur droit d'Ego Comics, qui pourtant étaient proportionnellement tout à fait conséquentes par rapport à la taille de la maison d'édition, encore une fois, hein, Loïc a été d'une extrême honnêteté par rapport à ça, et c'était sans doute l'éditeur qui payait le mieux proportionnellement à la taille de la maison, et il ne se payait pas lui pour que les auteurs soient payés. Quel éditeur fait ça aujourd'hui? Donc merci Loïc, et encore une fois, sans Loïc, j'aurais pas fait ce travail non plus, donc voilà. Mais voilà, il y avait ce petit boulot à mi-temps d'un côté, les pages de l'autre. Donc il y a une période là, pendant la réalisation du journal, j'étais à l'équilibre, on va dire. Mais en 2002, mon boulot salarié s'est arrêté.
donc je n'avais plus cette entrée d'argent, il a fallu que je bosse alimentairement, que je fasse du boulot alimentaire. Et il se trouvait que le relatif succès du travail autobiographique m'avait ouvert un certain nombre de portes dans la presse ou ce genre de choses. Parce que la différence d'aujourd'hui, effectivement, le tome 4 a bénéficié d'une couverture médiatique complètement éhontée. Éhontée, je dis ça au sens ironique, positif du terme. C'est-à-dire, il y avait une attachée de presse à l'époque et de communication qui s'appelle Sylvie Chabroux, qui est venue nous voir après la sortie du tome 3 du journal et dire je veux faire la promotion du travail de Fabrice No. Et elle a fait un boulot complètement monstrueux, dingue, de folie. Il y a eu vraiment une couverture presse. Alors, c'était l'époque aussi, avec cette espèce d'essor de la BD indé, espèce de reconnaissance, là, tout le monde y avait droit. Donc, j'ai bénéficié vraiment de ce vent en poupe à ce moment-là. Donc, 2002-2005, je planais pas, mais de fait, il y avait une reconnaissance, on va dire, intellectuelle du boulot, et donc des petits boulots alimentaires qui étaient générés par ça. Donc, je passais plus mon temps à faire du boulot alimentaire et donc je bossais pas sur mes pages. Mais voilà, c'est pas les libraires et les rencontres en festival. Hein. Il y en a eu. Sur ça, j'avoue, c'est moi qui ai schématisé parce que c'est expliqué aussi dans la postface. Hein. Il y a tout un tas de raisons et moi, je me suis focalisé, c'est vrai, sur ma question sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu ça. Mais pardonnez-moi mon raccourci. Mais c'est vraiment le truc qui m'a choqué, marqué au premier abord. Et on va dire, ça a été 2002 à 2006 à peu près, 2002-2006 où je n'ai pas bossé sur mes pages. Et après 2006, plutôt 2008, là il y a eu vraiment une période d'énorme dépression qui aura duré quasiment 8 ans. Jusqu'à 2015. Entre-temps, j'ai commencé la série Newman chez Delcourt, donc ça a été un échec total. Et puis ensuite, j'ai un peu enchaîné sur Labyrinthus. Donc voilà, tout ça, ça prend 20 ans. Tout ça, au bout du compte, ça fait 20 ans. Quoi. Voilà. Je n'ai pas arrêté, mais il y a eu une période où j'ai quasiment arrêté. Hein. De 2008 à 2015, j'étais au RSA, à la Banque Alimentaire, au CCAS, au Centre Social, aller chialer ma misère. C'était cette période-là atroce. Donc là, j'ai vraiment rien fait. Donc on va dire, par contre, il y a eu 10-11 ans où j'ai continué à travailler, mais bon, voilà. Il n'y avait pas de parution à la clé. Première raison, parce que j'étais sollicité par ailleurs à faire du boulot alimentaire, et donc je n'arrivais pas à produire de pages. J'en produisais, mais ça ne suffisait pas à faire avancer le livre. Parce que le tome 5, il a quand même 120 pages de fait depuis 20 ans. Hein. Mais bon, aujourd'hui, il faudrait que je corrige et je redessine quasiment tout, parce que c'est plus du tout le même dessin si je devais le poursuivre. Mais voilà l'architecture un peu globale de la situation du bonhomme. Quoi. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage Control. Previously on Fringe.